Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de continuer la suite de tutos sur la mise en place de notre API via Adonis.js. Alors avant de commencer la vidéo, je vous le rappelle, si jamais mon contenu vous intéresse et pour continuer à faire bien sûr prospérer la chaîne, parce que j'aimerais évidemment que mon contenu puisse profiter à un maximum de personnes, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, vous avez le petit lien en dessous, activez la petite cloche et comme ça vous serez prévenu dès que je sors de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler d'authentification et je vous propose sur cette quatrième partie d'aborder donc du coup la mise en place d'une authentification par JWT sur notre API. Alors, donc pour la suite, d'abord je vais vous proposer déjà de regarder un petit peu d'un point de vue schéma d'explication, parce que j'aime bien toujours commencer mes vidéos en général par au minimum un petit peu la théorie avant d'enchaîner sur la pratique. Alors, je vous rappelle que sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui est totalement dédiée à l'identification et l'authentification. Et par rapport à cela, vous trouverez donc du coup les explications par rapport aux cookies, à l'Open Access Token, au JWT, voire même aux deux. Donc grâce à cette petite rediff qui dure quand même 3 heures, vous aurez donc du coup toutes les explications nécessaires si vous voulez vraiment aborder la théorie de l'authentification de tous les aspects. Voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, comme ça vous pourrez y accéder évidemment à tout moment. Ensuite, donc, je vous ai fait quelques petits schémas histoire de vous les montrer. Peut-être que je vous les partagerai aussi dans la description pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que d'un point de vue théorique la mise en place se fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà par rapport à l'identification, il y a deux choses en fait. Il y a l'identification et l'authentification. L'identification, c'est quand vous allez vous loguer. Et en fait, à quoi sert l'authentification en tant que telle? L'authentification vous permet de rester connecté sur votre application le temps d'une session. D'accord? Alors, la première étape, en général, vous allez avoir normalement, puisqu'on travaille ici en full stack, vous aurez deux URL. Une pour votre front-end et une pour votre back-end. À noter que si jamais vos URL définitives ressemblent à ça, donc si j'ai une partie par exemple ici avec frontend.monsite.com et backend.monsite.com, dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser des cookies. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le même top level domain. Donc le top level domain, c'est le nom de domaine de votre site, qui reste en fait la base commune aux deux URL. Là, dans ces cas-là, vous pouvez, si ce tronc il est commun, vous avez la possibilité éventuellement de pouvoir passer par des cookies. Et c'est la seule exception, on va dire, à la règle. Donc, si vous avez un serveur VPS sur lequel vous envisagez de distribuer, de mettre en production à la fois votre front-end et votre back-end, dans ces cas-là, si vos URL ressemblent à ça, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser les cookies. Sinon, dans l'autre cas, il faudra forcément passer soit par un Open Access Token, soit par un JWT. Pour le coup, dans ma suite de vidéos, je vous montrerai les deux. On verra d'abord sur cette vidéo le JWT. Sur la vidéo suivante, j'aborderai peut-être les refresh tokens, la mise en place des refresh tokens. La troisième vidéo, on verra un petit peu comment mettre en place le système d'OAT, parce qu'il peut être mis en place assez facilement avec Adonis, c'est l'avantage. La partie basic token, basic haute, on ne la verra pas parce que cette partie-là, je la déconseille fortement dans un projet. Et puis on verra un petit peu plus tard aussi les questions de rôle et d'autorisation et de tout ça. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Alors,
Pour en revenir au JWT, donc la première étape, en général, vous allez avoir donc votre serveur React qui va vous rendre au niveau du navigateur votre projet React. Le chargement de l'app React se fera donc dans le navigateur en une seule fois. Il n'y a pas de rechargement de page ici. C'est le but, hein. Une fois qu'on a chargé l'application dans le navigateur, on va venir simplement utiliser React pour rendre l'application réactive, c'est-à-dire pour ne pas avoir à recharger complètement des documents HTML. C'est d'ailleurs l'intérêt de travailler avec du full stack. Comme ça, votre application est plus réactive d'un point de vue du front-end, d'un point de vue du navigateur. La deuxième étape, une fois que votre application React est chargée dans le navigateur, ça va être une coquille vide, hein. Donc, à partir du moment où c'est une coquille vide, ça veut dire que vous allez avoir potentiellement des formulaires et éventuellement des pages qui vont venir charger en fait de la data au niveau de votre back-end. Votre back-end, c'est votre application Adonis, bien évidemment. La première requête, vous allez accéder d'abord à un formulaire de login. Ce formulaire de login enverra donc les éléments par une requête de type POST à votre back-end, sur une route login par exemple, et qui vous permettra de vous connecter. Et là, donc le login, soit vous authentifiera, soit ne vous authentifiera pas, et dans ces cas-là, vous renverra une erreur au niveau de votre application React. Si jamais je suis logué ici, donc il y a une petite boîte qui va se créer ici côté back-end, petite boîte qui va nous permettre donc et qui va être gérée en fait dans la mémoire du serveur et qui va permettre en fait d'identifier finalement la personne qui a tenté de s'authentifier sur le site. Notre back-end va envoyer un token JWT. Donc ce token ici sera envoyé donc du coup à l'application React et après c'est dans la partie scripting de l'application React, donc au niveau du JS ici, de devoir gérer le JWT. Ici, on doit gérer vraiment la partie front-end et la partie back-end de façon totalement séparée. Voilà. Une fois que l'envoi du token JWT est fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc en étape 3, c'est dans l'application React elle-même qu'on va vouloir stocker ce fameux token. Il va falloir en faire quelque chose. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, soit de le stocker dans le local storage, soit de le stocker dans le state de l'application, soit de le stocker dans les cookies de votre application React. Et donc là, c'est au choix, hein. En fait, toute cette partie-là doit être gérée vraiment dans le front. Une fois que cela est fait, et ben en fait, vous avez votre token. Donc en fait, ce token-là, en fait, chaque fois qu'on va vouloir accéder à une ressource sensible, on va en fait envoyer dans chaque requête de notre back-end ce fameux token. Et en fait, côté back-end, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va avoir en fait dans notre application Adonis des middleware qui vont être utilisés donc du coup sur les routes sensibles, d'accord? Et ces fameux middleware vont, ça va être du code en fait, ça va être des fonctions qui vont pouvoir vérifier un certain nombre de choses, pouvoir appliquer en fait une logique sur chacune de vos routes pour par exemple ici vérifier si le token est valide et limiter ainsi les accès aux données sensibles. Donc là, à chaque fois dans votre application React, vous ferez une requête de type fetch. Donc vous enverrez une requête de type post par exemple et à chaque fois que vous faites votre fetch, dans les headers, il faudra en fait fournir ici cette fameuse valeur de token en mettant autorisation de point bearer suivi d'un espace et suivi de la valeur du token qui aura été donc donné par notre back-end au moment de faire le login. Et après, donc le back-end donnera ou non un accès. Donc en fait, c'est vraiment cette partie-là qui va venir protéger votre base de données. Dans le fameux middleware, on va dire si jamais le token est valide et que c'est bien une personne authentifiée, on va vérifier avec le contenu de la boîte stockée côté serveur. On va dire OK, je te laisse accès à la donnée, tu peux exécuter le code de la route. Sinon, on renverra directement une erreur 401
au navigateur pour lui dire unauthorized, donc accès non autorisé ou token invalide. Vous avez aussi cette petite erreur-là qui peut revenir assez souvent. Voilà pour la théorie. Donc ça, hein, à chaque fois que je vais accéder à une donnée sensible, je fournis ce token et le back-end, lui, a la responsabilité de vérifier et d'autoriser ou non l'accès à la donnée. Maintenant, je vous propose de voir ça d'un point de vue un petit peu plus pratique. Alors, au niveau de la documentation d'Adonis, vous avez ici, à ce niveau-là, la possibilité de faire tout vous-même à la main via la partie donc Custom Auth Guard. Donc ici, on vous parle bien de JWT. Donc là, bah, vous avez des étapes, il suffit de les suivre à la main. Bon, c'est un peu long à mettre en place, etc. Mais grosso modo, si vous lisez vraiment cette doc, vous comprendrez un peu mieux comment mettre tout ça en place. En tout cas, il va falloir créer votre propre interface JWT, voilà, qui aura donc le comportement voulu, à savoir faire une authentification, générer un token JWT en utilisant la librairie JSON Web Token de NPM, etc., etc. J'ai trouvé une solution alternative qui permet d'aller un petit peu plus rapidement là-dessus, sur cette partie-là. C'est d'aller directement chercher, encore une fois, comme on l'avait déjà dit dans la vidéo précédente, on va chercher dans les packages Adonis.js. Et là, si vous cherchez ici dans la barre de recherche JWT, vous allez tomber sur deux packages. Alors, on en a un premier ici, mais qui est destiné à Adonis.js v5 et Adonis.js-JWT qui, lui, pour le coup, est compatible Adonis.js 6. En plus, qui est mis à jour régulièrement, qui est quand même téléchargé 1000 fois, c'est déjà pas mal, avec 21 étoiles. Pour avoir fait mes essais, en tout cas, à la date où je tourne cette vidéo, JWT, ici, ce package-là est vraiment très très bien fait. Tous mes tests ont abouti avec succès, donc, et c'est très 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 simple de mettre en place tout ça. En plus, ça gère aussi le refresh token. Alors, nous, pour l'instant, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment la partie token JWT d'un point de vue simple, hein, donc sans gérer les histoires de refresh token dans un premier temps. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place. Alors, on va déjà, dans un premier temps, ici, s'installer Adonis.js JWT. Donc, pour cela, hop, j'ouvre mon petit terminal dans le projet. Je lance la petite commande. Voilà. Et voilà, donc c'est fait. Hein. On voit qu'il n'y a même pas de vulnérabilité ici au niveau des packages. Donc c'est très très bien. Pour l'instant, ça correspond bien à nos besoins. Ensuite, on nous dit quoi? On nous explique qu'il va falloir donc remplacer le contenu du fichier config auth avec la configuration suivante. Alors, vous pouvez vous contenter de faire tout le copier-coller. Donc, moi, je vais faire section par section, histoire de ne rien oublier. Alors, ici, hop, donc là, vous avez votre config basique auth, hein, tel qu'on l'avait donc faite lors de l'installation. À partir de ce moment-là, donc, il vous faut rajouter ici tout ça. Alors, à noter que la partie sur le token user provider, ici, pour l'instant, vous pouvez la commenter à ce niveau-là. Hein. Ça, ce sera utile à partir du moment où on traitera les refresh tokens. Ensuite, il ne faudra pas oublier de déclarer la petite interface. Une petite interface que je vais déclarer ici, JWT content, qui extends donc de base JWT token. Alors, cette interface-là nous servira notamment pour pouvoir déclarer ce que contiendra en fait tout simplement le JWT. Parce que dans le JWT, vous avez trois parties en fait. Hein. Donc si on va sur le site jwt.io, voilà, vous avez donc trois parties. Vous avez la partie header, payload
et secret. Donc en fait, en gros, hein, le JWT token, c'est quoi? C'est un token qui ressemble à ça, voilà, qui commence généralement par EY, comme ça. Et vous avez en fait 3 parties ici identifiées, hein, partie verte, blanche et violette. Et en fait, ces différentes parties nous permettent en fait de transmettre, si vous voulez, de l'information. Alors, j'en profite pour dire quand même un petit mot là-dessus. Faites attention parce que si vous êtes en France, ou en tout cas en Europe, vous avez l'obligation de respecter les règles de la RGPD, à savoir que dans un token, vu que on pourrait potentiellement se faire pirater ce token, il faut éviter de faire transmettre des informations trop sensibles ici dans la partie payload, c'est-à-dire dans la partie contenu. La partie contenu, vous constaterez d'ailleurs que c'est un objet JS dans lequel vous pouvez transmettre en fait des éléments à votre front-end. Vous pouvez y transmettre par exemple une clé pour savoir si on est admin ou non, ça c'est autorisé. Vous pouvez y transmettre éventuellement l'email et éventuellement le subject, c'est-à-dire éventuellement l'ID de l'utilisateur. Mais évitez par exemple de transmettre des informations comme le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, toutes ces choses-là. Il vaudra mieux faire une route protégée pour laquelle on va fournir le token et qui nous renverra les datas. C'est beaucoup plus soft et beaucoup plus clean, on va dire, d'un point de vue sécurité des données. On vous donnera l'accès à ces données-là uniquement si vous fournissez un token qui provient de votre application et qui ne provient pas, par exemple, d'une application extérieure ou d'un site extérieur. Voilà. Et ça protégera d'autant plus l'accès et la modification de vos données personnelles. Ok. Donc à partir de ce moment-là, on va modifier donc notre configuration. Donc là, vous avez la définition de l'interface TypeScript qui nous permettra donc de décrire ici. Donc si jamais vous devez rajouter des champs, c'est ici qu'il faudra préciser ce que vous voulez rajouter dedans. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue de la config, on va rajouter donc toute cette partie-là, comme ceci. Alors là, j'ai peut-être encore omis, voilà, une petite accolade ici avec une virgule, voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai modifié 2-3 petits trucs par rapport à la doc de base, hein. Donc là, déjà, la partie des refresh tokens, celle-ci, là, on la désactive complètement. Ensuite, ici, vous avez donc besoin en général pour pouvoir générer un token JWT, vous avez besoin d'une clé secrète qui devra être gérée donc dans la configuration, donc ici dans le point env. Donc dans la partie point env, on va tout de suite ici modifier ce point env. Et alors déjà le point env.example, on va rajouter ici une partie comme ceci. Voilà, donc là après, hein, dans la clé, vous y mettez ce que vous voulez. Et pareil ici, hein. En fait, cette clé secrète, hein, vous pouvez vous la faire générer même avec des outils sur Internet éventuellement. Il faut que cette clé secrète soit suffisamment robuste. Donc par exemple, vous pouvez utiliser une clé qui ressemblera à ça. Voilà. Et plus elle est longue et plus elle sécurisera vos tokens. Ici, il faudra bien sûr indiquer une date d'expiration de ce token. Donc soit 1 heure, soit 24 heures, soit 7 jours, suivant ce que vous souhaitez. Et ici, il faudra tout de même penser à dire, vu qu'on travaille en full stack, de préciser que use cookies, ici, on le mettra à false et non pas à true, puisque nous, dans notre cas de figure ici, on ne travaille pas avec une application full backend, mais bien avec une application full stack. Donc ça, c'est très important ici de préciser qu'on n'utilisera pas les cookies. Enfin, ici, on fournira au niveau du modèle, ici, hein, le modèle utilisé pour tout simplement quelles sont les données, quelles sont les
les données de notre base de données qu'on utilisera pour générer ce fameux token. Et ensuite, en dessous, dans le contenu, c'est là où on viendra changer tout simplement la fameuse partie payload de notre JWT. Donc là, vous modifierez ça et ça si jamais vous voulez rajouter d'autres informations, tout simplement. Dans ces cas-là, hein, vous utiliserez tout simplement ça là. Et ici, vous préciserez donc les informations de votre... les informations que vous voulez rajouter, hein, donc par rapport à votre modèle animal. Si là, par exemple, je veux rajouter le full name, il me suffit ici de préciser que je rajouterai par exemple un full name là, voilà, de type string, comme ceci. Et là, en dessous, je le rajouterai donc comme ceci. Voilà. Et ça fera bien le taf. Si jamais, à noter que si jamais vous oubliez une des deux, de toute façon, vous aurez une erreur à ce niveau-là qui vous indiquera de bien remodifier ici cette interface. Ok, à partir de ce moment-là, on a fait le plus gros. Donc là, maintenant, il faut se rajouter donc, du coup, la partie routing déjà. Donc ici, au niveau des routes, je vais venir déclarer donc 3 routes supplémentaires. Alors d'abord, on va aller dans notre petit terminal. On va se générer ici un contrôleur. Donc on va faire un coup de node ace, pardon. Make controller hôte. Voilà, on va l'appeler hôte, ce sera très bien. Ensuite, dans la partie hôte, on va venir rajouter donc 3 nouvelles routes. Alors, on va avoir d'abord une route. Alors ici, je décommente ici à ce niveau-là. Je vais faire une première route, donc register. Voilà. Ensuite, on va faire une route pour gérer le login. Et on va gérer une petite route mi qui nous permettra tout simplement de vérifier si on arrive bien ici à récupérer le profil de la personne en fournissant bien sûr le token. Donc cette route-là nous renverra tout simplement les informations de l'utilisateur. À partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déclarer ici, dans notre partie route, les 3 routes en question. Alors d'abord, on se déclare une route register. Voilà. Alors ici au-dessus, hein, on n'oublie pas de s'importer ici hôte contrôleur. Donc une première route qui appellera notre route register, une deuxième route qui appellera notre route login. Donc là, notez que dans ce cas-là, on n'utilisera pas de middleware. Par contre, on fera une troisième route ici, MI. Et donc cette route-là utilisera ici le middleware hôte. Alors le middleware hôte, si vous voulez voir à quoi il ressemble, il est ici, hein. Donc c'est lui notamment qui va être en charge de tenter d'authentifier la personne et de vérifier si la personne est identifiée, authentifiée ou non. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le modifier, hein. Vous le laissez tel que et ce sera très bien. Alors par contre ici, il ne faut juste pas oublier de s'importer middleware. Alors juste modifier ici à ce niveau-là par contre l'import parce que les imports comme ça, moi j'aime pas du tout. On fait ici un start kernel puisque votre fichier kernel se situe ici, hein. Voilà, donc là vous avez vos 3 routes. Donc là pareil, hein, un petit peu plus tard, hein, quand on s'intéressera à protéger donc notre back-end, il faudra ici bien sûr appliquer le middleware hôte par exemple sur la création, sur la mise à jour, sur la suppression, voire même peut-être un peu plus tard rajouter éventuellement ce qu'on appelle des bouncers pour dire par exemple, est-ce que la personne est admin? Si elle est admin, j'autorise la personne. Si elle n'est pas admin, je ne l'autorise pas, etc., etc. On peut même appliquer, hein, bien sûr, sur un groupe aussi ici, hein, directement le middleware hôte si on veut vraiment protéger toute l'application en question. Ce qui est tout à fait possible aussi, hein. Voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer ici dans la partie hôte contrôleur.
Et on va rajouter donc la logique qui nous permet tout simplement déjà d'inscrire la personne. Vous allez voir, le code va être très facile à faire puisque le package de la dépendance nous simplifie énormément le travail. Alors, première chose, on a toujours dit qu'il nous fallait donc valider les données. Donc pour ça, on va se créer un petit validator. On va se faire donc ici un petit coup de node ace make validator. Et ce validateur, on va le nommer hôte. Voilà. Et on y mettra à l'intérieur nos deux validateurs, à savoir, premier validateur, ce sera donc du coup celui pour s'inscrire et le deuxième pour se loguer. On va récupérer ici la méthode qu'on s'était créée la dernière fois, define validator, pour simplifier un peu la tâche, pour éviter d'avoir à répéter la logique du code. Et ici, donc, je vais vous rajouter directement la partie register validator. Alors, je vais la détailler un petit peu. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve donc ici notre schéma de validation avec un email à fournir et un password ici à fournir. Au niveau de l'email, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il est de type chaîne de caractères, que ça doit être un email, forcément, donc au moins contenir un arrobase. Ici, on le mettra donc en minuscule, toujours. On enlèvera les espaces avant et après, bien évidemment. Et ici, on va venir vérifier au niveau de l'inscription que notre email sera unique au niveau de notre base de données. Comment est-ce qu'on fait ça? Bah, ici, on a la possibilité d'interroger directement notre base de données. Et au niveau de notre base de données, on va faire une requête qui va dire est-ce que dans la table utilisateur, on a déjà un utilisateur enregistré qui contient l'email qu'on est en train de fournir au niveau de notre requête de type post, donc au moment de l'inscription. Et si c'est le cas, dans ces cas-là, tu retourneras ici si effectivement ça a matché ou non. Et dans le cas où ça n'a pas matché, ben dans ces cas-là, on peut valider le fait que notre email est unique. Voilà. Bien sûr, on peut utiliser cette contrainte dans d'autres cas de figure sans aucun problème. On aura un deuxième validateur qu'on va se créer tout de suite pour la partie login. Et au niveau du login, on aura juste ici l'email et le password. Mais cette fois-ci, au niveau de l'email, on vérifiera simplement que c'est un email. Et que le password, ce sera ici donc une chaîne de caractères. On peut éventuellement vérifier, bien évidemment, qu'il contient minimum 8 caractères. Voilà. Après, on pourrait se faire éventuellement un validateur un petit peu plus poussé dans le cas où on aurait par exemple envie de vérifier que le mot de passe contient des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux si on veut vraiment pousser l'expérience jusqu'au bout. Je ne vais pas détailler cette partie ici, mais si jamais ça vous intéresse, on pourra éventuellement l'exposer dans une autre petite vidéo si vous avez envie. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Au niveau de la partie register, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici se valider donc du coup la requête grâce à notre register validator qu'on vient de créer. Ici sur la data, donc on récupère bien ici un email et un mot de passe. On va utiliser ici ces informations pour pouvoir se créer notre utilisateur. Donc ici, on va s'importer, hop, tout simplement le modèle user. Et on va demander à notre modèle de créer donc ici notre user. Ensuite, on va se générer un petit token en utilisant donc du coup ceci, await auth.use. Alors on peut préciser ou non JWT, là vous faites comme vous voulez. À noter que si jamais votre guard ici que vous avez mis dans la partie auth a comme valeur par défaut JWT, ici, vous n'êtes pas obligé de préciser la valeur à ce niveau-là, JWT, parce qu'il va prendre celui-là, il va prendre ce guard-là par défaut. Et donc, on va retourner tout simplement les informations de notre token ici, à ce niveau-là. Alors,
là, dans ce cas-là, vous avez deux solutions. La première, c'est directement au niveau de l'inscription de tout simplement retourner une réponse qui contient les informations de l'utilisateur avec une valeur 201. Ou alors, vous pouvez directement fournir ici le token. Comme ça vous évite de vous loguer après l'inscription, donc de le faire en 2 étapes. Voilà, donc du coup, à partir de ce moment-là, vous avez fait donc votre register qui donc est capable à la fois d'enregistrer votre utilisateur et en même temps de vous créer donc du coup le token de login. Comme ça, vous avez les deux actions en une, et ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ça évitera de devoir faire ressaisir à vos utilisateurs 2 fois les informations de cette façon-là. À noter quand même un petit détail ici, si vous voulez savoir comment sont hachés vos mots de passe en base de données, vous avez ici la config hash.ts et ici, dans mon cas, l'algorithme qui est utilisé, c'est Script, qui est un très bon algorithme, qui évite notamment, qui permet déjà le chiffrement des mots de passe en base de données. Donc c'est plus qu'un cryptage, c'est vraiment un chiffrement des données. Ici, vous avez plusieurs solutions en fait pour pouvoir chiffrer ces mots de passe en base de données, donc ils évitent de se retrouver en clair dans votre base, soit d'utiliser l'algorithme Script, soit Bcrypt, soit Argon 2 qui est aujourd'hui le meilleur sur le marché. Donc là, si jamais vous avez envie de changer la technique de chiffrement, c'est ici que vous allez changer les choses. Je suis quasiment sûr qu'il doit sûrement y avoir au niveau de Adonis.js de la doc sur le sujet si jamais cette partie vous intéresse. Pour le login, ça va être quasiment la même chose. Donc ici, on va utiliser simplement le login validator, comme ceci. Donc là, on récupérera notre email et notre mot de passe. Donc là, on déstructure tout simplement les informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser une méthode qui va nous simplifier le travail, qui va en fait se charger de vérifier tout simplement l'identification. Donc là, à ce niveau-là, vous faites const user égale un user.verify credential. Pourquoi? Parce qu'ici, au niveau du user, on a une classe qui extends de authfinder et qui vous permet notamment de pouvoir bénéficier de cette fonction-là et qui vous simplifie beaucoup de travail. Donc là, ici, on lui passe simplement l'email et le mot de passe qui sont attendus donc du coup ici au niveau de la méthode, et cette méthode vous renvoie directement l'utilisateur en question. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez générer donc du coup ce fameux token JWT. Dans la partie MI, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement retourner en fait ici, donc un objet JSON, et dans cet objet JSON, on va retourner. Donc ici, on va demander à notre authentification ici, à notre méthode auth qui est récupérée ici au niveau du contexte HTTP, de loguer l'utilisateur. Donc là, on va faire un auth.use et on va faire un getUserOrFail. Donc là, en fait, ici, à ce niveau-là, l'utilisateur, ou plutôt l'application React, le navigateur, va fournir au niveau du post notre fameux token JWT. Et grâce à ce token JWT, on va vérifier côté back-end si on a bien une petite boîte qui a logué en fait déjà notre utilisateur ou pas. Et si c'est le cas, on renverra donc tout simplement les informations de l'utilisateur. Donc cette méthode-là, à noter que vous pourrez donc du coup l'utiliser partout là où vous en avez besoin au niveau de vos ressources sensibles. Pas oublier bien évidemment que là, tout à l'heure, dans la partie route, on a rajouté ici le useMiddleware.auth. Voilà. On va se rajouter ici au niveau de nos méthodes la petite documentation. Donc au niveau du register, alors j'ai tout préparé moi de mon côté.
On va avoir ici au niveau du request body l'utilisation du register validator. Donc il nous renverra donc du coup soit une 201 avec le token, soit une 422 ici avec donc un message d'erreur qui provient du validateur, soit une erreur 500 dans le cas contraire. Ensuite, on aura la méthode login qui fera exactement, quasiment, en tout cas à peu de choses près, la même chose. Donc ici, on utilise le login validator. Ça nous renvoie une 200 avec le token. Une 422 si jamais il y a une erreur de validation. Une erreur 400 si jamais il y a eu un problème au moment du login. Dans ces cas-là, ça renverra tout simplement une erreur pour nous dire que les informations du login, donc ici, à ce niveau-là, au niveau de la méthode Verify Credential, si jamais ici ça merde, ça vous renvoie tout simplement une erreur 400 et sinon une erreur 500 dans l'autre cas. Quant à la partie MI, elle nous renverra ici donc au niveau de la réponse soit un code 200 avec ici un JSON qui contient donc l'utilisateur et les informations de l'utilisateur. Une 401 avec un accès non autorisé dans le cas où le token ne serait pas valide. Donc là, c'est le middleware qui vérifie l'authentification et sinon une erreur 500. Maintenant, ceci étant fait, je vous propose de passer au test. Donc là, on va se démarrer le petit projet, donc npm run dev. On va s'ouvrir ici donc la petite interface de test. Et à ce niveau-là, on va créer donc du coup les trois requêtes. Donc la première requête ici, inscription. Inscription au site. Donc là, on va faire une requête de type post vers http localhost 2.3333/register, pardon. Voilà. Au niveau de l'inscription, on va se créer un petit body de type JSON qui contiendra donc ici un email avec ici par exemple admin@demo.fr, mais peu importe. Ici un password donc qui contient par exemple la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au hasard. J'enregistre donc cette requête, je teste et je vois ce que ça donne. Ok, donc là, on voit qu'au niveau de l'inscription, on a bien ici un token qui a été fourni. Ce token, on peut le tester sur ici le site jwt.io. Voilà. Bon, il y a une petite erreur au niveau de la signature, mais mis à part ça, le token est valide. On voit qu'il contient bien ici donc, le user ID de notre utilisateur. Donc si là, je vais tester au niveau de la base de données et que je vais dans la table ici user, à ce niveau-là. Voilà, donc là, vous y retrouvez donc, le mot de passe haché. Donc là, on voit que le mot de passe n'est pas en clair. On voit ici que c'est bien email admin et que l'ID c'est 2. Donc c'est bien les informations qui ont été transmises ici au niveau du JWT. On voit ici la date d'expiration. Donc là, par exemple, moi, il est 14h59. Donc là, c'est la date à laquelle le token a été généré et 15h58, la date à laquelle il expire. Donc si on utilise le token, par exemple, à 16h30, aujourd'hui, eh ben, l'accès, enfin en tout cas le middleware qui va vérifier et qui va contrôler l'accès à la donnée sensible refusera tout simplement l'accès à la donnée. Donc faites attention toujours aussi à cette notion de voilà, quand est-ce qu'expire votre token, parce que vous pouvez vous retrouver sinon avec des petites surprises. On verra qu'une méthode plus propre sera d'utiliser les refresh tokens, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Voilà pour cette partie-là. Donc si là, on se refait par exemple au niveau de nos tests, la même requête, donc là je vais cloner cette requête-là, on va mettre login ici et que je clone ça, je fais ici login avec les mêmes informations, j'enregistre et je fais un test, je lance un test.
On voit que voilà, ça me génère bien ici aussi un token, donc pas de problème, c'est bon. Je vous fais l'impasse sur les tests par exemple, password, mais ici, hein, si on teste ça, par exemple, ou même avec un mot de passe erroné, hop, voilà, on a un valide user credential avec une erreur 400. Hein, donc, on voit que tout fonctionne convenablement, sans problème. Et une dernière petite méthode, donc ici, donc là, je me fais générer un token, je fais une nouvelle requête. Ici, on va faire voir mon profil pour tester l'accès en get, donc http localhost 3003, j'ai pas fini de taper, 3333/mi, j'enregistre, voilà, et donc là, pour l'instant, c'est un unauthorized access, mais ça, c'est logique avec une 401. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas fourni donc ici de token. Donc là, vous avez un petit bouton hôte. Vous allez ici saisir donc à ce niveau-là un bearer token. Et là, vous prenez donc la valeur du token que vous avez ici. Vous la mettez à ce niveau-là et vous testez. Et donc là, ça vous renvoie bien l'utilisateur. Donc on voit qu'ici, tout est parfaitement fonctionnel. Alors, je vous donne une petite astuce dans le cas de l'utilisation de l'outil Bruno. Moi, en général, je ne passe pas forcément trop par là. Pourquoi? Parce que sinon, je serais obligé ici au niveau de toutes mes routes, par exemple création, mise à jour, suppression, de fournir systématiquement un token ici. C'est un peu chiant. Donc là, on revient sur la valeur inherit. Et ce que je vous propose plutôt, c'est que vous gardez ici une partie login pour vos tests. Comme ça, vous pouvez vous générer à tout moment un nouveau token. Et vous cliquez tout simplement ici sur votre collection. Et au niveau de la collection, vous avez également une partie haute dans laquelle vous allez pouvoir ici sélectionner. Donc là, on part de nos hôtes. On sélectionne donc la partie bearer token. On la met ici. Et donc, le bearer token, l'avantage de le faire ici, c'est qu'il sera fourni pour toutes les routes sur lesquelles vous ferez des tests. Donc comme ça, si là, je teste ici, voilà, je refais un test et je vois que ça fonctionne bien. Comme ça, ici, voilà, vous n'avez plus besoin de refournir à chaque fois le token sur chacune de vos routes. Vous le fournissez une bonne fois pour toutes ici et comme ça, il est valide pour tous vos tests que vous ferez sur votre API. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'authentification JWT. J'espère de tout cœur que ce contenu vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Voilà. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on abordera la question des refresh tokens. À plus.